dernière portion de la formation de M. Chiari. Ok. C'est ça, je commence à partager l'écran tout d'abord. C'est ça, c'est l'écran 1. Je mets dans mon diaporama. Ok. Dernière vérification, vous voyez la présentation en plein écran, tout le monde, hein, je pense. Quelqu'un pourrait me confirmer? Oui, c'est Oui, bon. super, parfait. Comment? Il faudrait juste allumer votre caméra. La caméra. Un God, ok, oui. Super. Excellent. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Non, laser, c'est ça. Donc, dans le plan de ma présentation, donc j'ai commencé par parler un peu de la caractérisation au Québec, comment ça a été amélioré les dernières années. Maintenant, on parle beaucoup de l'agro-environnement et des concepts de saturation. C'est parce qu'on a réalisé qu'on a besoin de plus d'indicateurs, des indicateurs de nouvelle génération. Il y en a des indicateurs qui autrefois étaient très utilisés, comme par exemple ce que Catherine venait de mentionner, la saturation en base échangeable, la saturation en potassium, en calcium, en magnésium, les proportions, etc. Mais malheureusement, je le dis, je le redis, la base pour déterminer la CEC, elle n'est pas bonne. Donc, l'estimation n'est pas bonne au Québec. On est en train de tout refaire ces concepts-là et vive la technologie qui nous ramène d'autres outils qui vont permettre de converger vers la bonne CEC. C'est parce que présentement, on ne veut pas alourdir les analyses de sol à nos producteurs agricoles. On veut vraiment qu'ils payent à peu près les mêmes montants pour la caractérisation de base. Peut-être il ajoute une petite portion pour des nouvelles technologies d'analyse, mais ça reste toujours dans le potable, ça reste toujours dans des marges qui peuvent payer sans aucun problème. Et finalement, je vais converger vraiment vers les pratiques de fertilité, de santé et de sécurité des sols. Avec tout ce que j'ai présenté, c'est parce que ça, c'est la base pour le diagnostic. C'est la base pour diagnostiquer les sols et pour faire le diagnostic et le suivi de la santé des sols, pour aussi catégoriser les degrés de la santé des sols. Ça nous prend des paramètres et ces paramètres, il faut qu'ils soient mesurés avec le maximum de fiabilité. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de deux concepts. Le concept de saturation des sols en phosphore. On a la fierté, toute la fierté que ces concepts ont été développés au Québec et ils ont trouvé maintenant un terrain d'application un peu partout dans le monde. Et vous allez voir que ça a résolu beaucoup de problèmes. Et aussi le concept de la saturation des bases échangeables. Quand on parle de la CEC, c'est comme Catherine, j'ai adoré l'illustration qu'elle a faite pour le réfrigérateur, le petit et le grand. C'est comme un garde-à-manger exactement. Notre sol, c'est représenté, son garde-à-manger, c'est la CEC. La CEC, c'est tout simplement la somme des charges négatives. Plus le sol est riche en charges négatives, plus il est capable d'attirer de la fertilité, attirer de la fertilité potassique, attirer de la fertilité calcique, attirer de la fertilité, parce que tous les éléments sont sous forme cationique et seront attirés sur les charges négatives. Même le phosphore qui est chargé négativement, il trouve le moyen de s'associer à la CEC, à la capacité d'échange cationique, par le pont calcique, ce qu'on appelle. Parce que le calcium, il est bivalent, il a deux charges. Il y a une charge qui se fixe sur la CEC et l'autre charge qui va fixer le phosphore. Je vais le présenter en détail. Donc, quand on parle maintenant de l'agro-environnement, c'est parce que on veut développer des indicateurs qui peuvent servir aussi bien pour le diagnostic agronomique que pour le diagnostic environnemental. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à une nouvelle génération d'indicateurs qui doit être simple, qui n'alourdit pas les coûts d'analyse, mais en même temps qui permet de faire la double interprétation à la fois agronomique et environnementale.
on sait très bien que le phosphore, quand on l'apporte dans les sols agricoles, une grande partie de ce phosphore est ruisselé, c'est-à-dire il est charrié par les eaux de précipitation, les eaux de pluie, les accumulations aussi de la neige et lors de la fonte des neiges. Donc, il y a une bonne partie qui sera charriée vers les cours d'eau. Il y a du phosphore qui suit ce qu'on appelle le chemin préférentiel pour atteindre les drains agricoles, et les drains agricoles vont diverser aussi dans les cours d'eau. Donc, ça, c'est la problématique du phosphore et aussi la problématique de ces bases échangeables que Catherine, vraiment, elle a bien détaillé ça. Elle a même donné des chiffres, mais vous allez voir que les nouvelles années, c'est-à-dire que la recherche, surtout maintenant qu'on pousse la recherche dans la santé des sols, on va plus parler de ces saturations des bases échangeables. Ce sont des anciens concepts, mais qui refont surface à cause que on a maintenant les moyens d'estimer comme il faut la CEC et de pouvoir par la suite ajuster les bases, la saturation en base échangeable. C'est ça. Donc, quand je parle d'une caractérisation de base, c'est ce que j'ai présenté dans ma première partie. Il y a une caractérisation spéciale qui tient compte à la fois de l'interprétation agronomique environnementale, c'est l'indice de saturation en phosphore. Catherine a présenté aussi, elle a défini les ISP1, ISP2, ISP3 et l'interprétation dans les différentes catégories. Je vais peut-être y répéter pour être beaucoup plus clair par rapport à l'interprétation environnementale. D'autres éléments particuliers comme la CEC et la saturation des bases échangeables, ça c'est ce qu'on veut instaurer présentement comme des moyens de diagnostic supplémentaires pour combiner la fertilité avec la santé des sols. Il y a autres paramètres de la santé des sols, comme par exemple les paramètres biologiques, par le carbone actif, mais il faut que ça soit aussi très simple, ou peut-être les technologies nous permettent aussi d'estimer ces paramètres-là sans avoir recours à des techniques fastidieuses de laboratoire et qui se prêtent pas à des analyses routinières. Donc, tout ça, c'est pour tenir compte aussi de la spécificité de chaque élément. On sait que le phosphore, c'est l'élément le moins diffusif dans le profil cultural. Le phosphore, c'est l'élément, c'est-à-dire si on l'apporte à la surface, il va rester à la surface. Donc, si on l'apporte à la surface, le système racinaire ne va pas en profiter. Si on l'apporte à la surface, il va conduire plus à des pertes par l'environnement. Et c'est ça le tort des effluents d'élevage, parce que plusieurs des effluents d'élevage, on les applique, on les laisse à la surface, et s'ils passent longtemps à la surface, il y a une bonne partie de phosphore qui va aller dans les cours d'eau. Et c'est ça ce qui crée plus de dangerosité dans le sens où les effluents d'élevage, d'une part, ils sont concentrés en phosphore, et de deux, ils sont pour la plupart des cas laissés en surface, donc il y a plus de risques environnementaux. Donc, ici, je vous donne un aperçu très sommaire des voies de transformation du phosphore. Il faut comprendre ce phosphore, il est très complexe dans le sol. Donc, la plante, elle ne peut assimiler le phosphore que sous deux formes, soit la forme orthophosphate monoanionique, soit orthophosphate bianionique, c'est-à-dire 2 fois moins ou une seule fois moins. Ça, c'est les deux seules formes assimilables par les plantes. Ici, c'est la forme dans les sols acides et l'autre, les 2 fois moins, c'est plutôt dans les sols à pH supérieur à 7, c'est-à-dire dans les sols alcalins. Le phosphore, comme je l'ai mentionné, ça je représente la CEC, c'est-à-dire toutes les entités chargées négativement comme l'argile et la matière organique et qui sont capables d'absorber toutes sortes de cations. Donc le phosphore, malgré qu'il est chargé négativement, mais il est bien retenu sur les colloïdes du sol, sur l'argile et la matière organique par ce pan calcique, par le calcium. Il y a une très belle affinité du calcium avec la CEC, avec ses colloïdes du sol et avec l'ion orthophosphate aussi, l'orthophosphate monoanionique. Donc, c'est pour ça que dans les sols argileux, on a beaucoup de phosphore qui est relié au complexe colloïdal. Donc, il est retenu, mais pas avec des fortes forces. Donc, la plante, quand elle a besoin de ce phosphore, elle peut aller le chercher rapidement, sans aucun problème. Donc, je représente ici un granule ou la phase solide du sol, c'est-à-dire la partie solide, c'est les particules de sol. Et
ici, tout ce qui entoure la particule, c'est un film d'eau. Le film d'eau pour dire que le phosphore se trouve sous forme dissoute, sous cette forme-là, et que la plante va aller chercher cette forme dissoute. S'il ne reste plus de ce forme dissoute, il y a le phosphore relié par le pan calcique sur le complexe colloïdal qui va alimenter la solution du sol pour alimenter la plante. Sinon, une grande partie du phosphore est transformée sous forme solide par ce qu'on appelle les oxydes et les hydroxydes de fer et d'aluminium. Dans les sols acides, les agents de fixation du phosphore, c'est le fer et l'aluminium. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous sachent que parmi les traitements pour les biosolides municipaux pour fixer le phosphore, on injecte de l'aluminium, on injecte de l'ALA, on injecte aussi de sulfate de fer pour fixer le phosphore et l'empêcher d'être évacué avec la phase liquide. Donc, on le retient et on le recycle dans le sol. Donc, le fer et l'aluminium sont des agents de fixation du fer. Et dès qu'on apporte, surtout pour les sols botaniques de pommes de terre, la culture a besoin, pour atteindre un rendement de 45 à 50 tonnes à l'hectare de pommes de terre, les besoins en phosphore ne sont pas énormes, sont juste de 45 kilos à l'hectare. Mais on se trouve à donner parfois même 230 kilos à l'hectare. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie du phosphore qu'on apporte sous l'une ou l'autre de ces deux formes-là, qui sont entièrement solubles, vont rapidement se transformer en forme solide, en forme fixée par le fer et l'aluminium. Et heureusement que c'est une forme amorphe. C'est pas une forme très fixée. Si c'est une forme amorphe, il y a des possibilités qu'elle soit réversible. Donc, ce qu'on extrait à l'eau, on extrait à l'eau ça dans la solution du sol plus le phosphore retenu par le pan calcique. Il y a juste le 1/3 de la forme amorphe ici, on l'extrait avec la solution Méliche. Pourquoi? C'est parce que le 1/3 de la forme amorphe fixée par le fer et l'aluminium est réversible. C'est-à-dire si la plante manifeste des besoins en phosphore et que le phosphore ne se trouve pas sous sa forme disponible, donc une partie de phosphore fixé sera de nouveau disponible pour la plante. On estime dans les sols sableux podzoliques que le 1/3 de ces formes amorphes fixées sont réversibles et sont extraits. Et on extrait cette partie, c'est-à-dire Méliche, il extrait ça et il extrait une partie de l'amorphe. C'est pour ça qu'on l'appelle du phosphore assimilable ou du phosphore que la plante peut aller les chercher facilement. Il y en a une autre forme, l'amorphe ici, la totalité, on l'extrait avec l'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium, on extrait le phosphore, le fer et l'aluminium, c'est-à-dire le phosphore et ces deux agents de fixation dans les sols acides. Et l'extraction à l'oxalate d'ammonium, c'est une caractérisation environnementale. Donc, nos producteurs agricoles dans le temps étaient confrontés à deux méthodes. La méthode Méliche pour faire le diagnostic agronomique et la méthode environnementale à l'extraction de l'oxalate d'ammonium pour la caractérisation environnementale. C'est-à-dire, je parle dans les fins des années 90, on utilisait les deux techniques, mais ça alourdit les analyses. Donc, avec le ROA au tout début, c'est un fardeau pour les producteurs de faire la double caractérisation environnementale et agronomique. L'agronomique, c'est une méthode qui est très routinière, se prête très bien, ça se fait rapidement. C'est une extraction de 5 minutes, c'est rien de compliqué par rapport à ça. Mais l'extraction à l'oxalate, c'est une méthode très lourde, c'est une méthode qui consomme beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent aussi. Mais une fois les amorphes se transforment en cristallins, c'est-à-dire organisés selon un réseau cristallin, c'est fini, ils ne deviennent plus réversibles, c'est-à-dire que la plante ne peut pas compter sur des formes cristallines. Tout ça, c'est l'histoire du phosphore, comment il évolue de la phase liquide vers la phase solide. La phase solide, je parle seulement des sols acides où les deux agents de fixation sont le fer et l'aluminium. La caractérisation environnementale, on le caractérise par l'oxalate, le fer et l'aluminium à l'oxalate, pour dire on a combien d'éléments qui peuvent fixer ce phosphore. Mais une fois il est transformé sous forme cristalline, c'est pour ça qu'on le caractérise pas le cristallin, c'est parce que c'est pas un bon indicateur ni agronomique ni environnemental.
Et ça, on l'extrait généralement le cristallin avec une autre technique qui s'appelle le dithionite ou le citrate. Ça, on l'a utilisé beaucoup en pédologie. C'est parce que la caractérisation, la classification des sols pédologiques était basée sur cette détermination de l'extraction dithionite pour savoir la nature du fer et de l'aluminium sous forme cristalline. Donc, l'interprétation environnementale était complexe. Au début, on l'a commencé avec ce qu'on appelle le degré de saturation en phosphore. Et quand on parle de degré de saturation en phosphore, c'était cette extraction à l'oxalate d'ammonium. Donc, les Hollandais, en Europe, ils ont utilisé le DSP, c'est un rapport entre le P extrait au l'oxalate divisé par un rapport, alpha M, ils l'ont appelé, qui est le 1/3 à peu près de l'aluminium, de 0,5 à peu près, c'est-à-dire c'est 50%, de l'aluminium plus fer extrait à l'oxalate. C'est la méthode à l'oxalate. Ça, c'est la caractérisation, je dirais, environnementale. Et ils ont donné une valeur critique de 25% de DSP, de degré de saturation en phosphore, pour dire qu'au-delà de 25%, il y a un grand risque de contaminer les eaux environnantes. Donc, de ça, à la fin des années 90, on s'est dit, c'est lourd, on va alourdir ça pour nos producteurs. Y a-t-il un autre moyen de simplification? Donc, on a dit, s'il y en a un rapport entre le P, et pourquoi le alpha M? Le alpha M de 0,5, je vais revenir, c'est parce que ce n'est pas toutes les amorphes ici qui sont réversibles. Donc, qui sont réversibles et qui peuvent donner du phosphore disponible et du phosphore qui est actif, que ce soit pour l'environnement dans les cours d'eau, que ce soit pour les plantes. Donc, ce alpha M, il a fait beaucoup de débats dans le temps et même lorsque je faisais mon doctorat, que j'ai commencé en 96 et j'ai fini en 99, j'ai développé ces indicateurs de saturation en phosphore, l'ISP1 et l'ISP2. Et j'ai démontré que l'ISP1 est très relié au DSP. Vous allez le voir. Je vais vous le présenter en détail pour voir l'historique de développement d'un indicateur à la fois agronomique et environnemental. Donc, l'ISP1 ici, c'est le P sur aluminium et l'ISP2, c'est le P sur aluminium plus fer méliche. Mais c'est méliche. On reste avec une méthode de caractérisation routinière comme on a l'habitude de le faire au Québec. Donc, ça concerne les sols et on a aussi une caractérisation environnementale dans les eaux de dissipation, que ce soit les eaux de ruissellement ou les eaux de lixiviation. Quand je parle des eaux de lixiviation, c'est-à-dire les eaux qui passent par le réseau de drainage ici. Et les eaux de ruissellement, c'est les eaux de surface. Alors ici, pour créer un pont entre les sols et les eaux de dissipation, on a trouvé un fameux indicateur qui est l'indicateur de dissipation du phosphore. C'est le P à l'eau, c'est comme on simule des grosses pluies. On met un volume de sol et 60 fois un volume d'eau. On agite pendant à peu près 24 heures pour simuler des conditions vraiment de dissipation totale et potentielle. Et on l'a trouvé que c'est un indicateur qui fait le pont entre les sols et les eaux environnantes. Et on l'a utilisé pour vraiment apporter les valeurs critiques environnementales au Québec. Donc, au Québec, on s'est servi de ce P à l'eau, l'indice de dissipation du P, pour établir des valeurs critiques pour l'ISP1, pour l'ISP2 et plus tard pour l'ISP3, pour les sols organiques. Okay. Donc, on a commencé par définir tout d'abord les indices de saturation. L'indice de saturation, on l'a trouvé, c'est P oxalate. Ça, c'est le degré de saturation en phosphore qui est développé par les Hollandais avec la méthode à l'oxalate. Nous, on a voulu faire la même chose, mais avec la solution méliche. Donc, on s'est dit que est-ce que c'est du P sur aluminium plus fer en termes de méliche 3, mais sauf que le fer méliche dans les sols organiques, l'extraction, le méliche n'est pas très approprié pour extraire le fer dans les sols organiques. Donc, on a fait ce qu'on appelle une amplification statistique. Donc, on l'a multiplié par 5, on a trouvé qu'il donne des bons résultats si on fait cette amplification statistique. Mais c'est purement statistique. C'est pas... Et on l'a défini comme étant un ISP3. C'est la même chose, c'est du P sur aluminium plus fer. Mais comme vous le savez, du moment qu'on parle de l'addition en chimie,
on oublie les milligrammes par kilogramme, on doit passer par une base molaire, c'est-à-dire l'addition se fait mol à mol, donc, et c'est pour cette raison que je dois diviser par le poids atomique ici. Pour ne pas leur dire ça aux producteurs et aux conseillers, à la place de convertir en millimoles, je dis, écoute, on va rester avec les ppm, avec les milligrammes par kilogramme, mais je vais diviser par les poids atomiques de l'aluminium, du fer ici, et puis on va définir de la même façon nos indicateurs de l'indice de saturation. Donc, l'indice de saturation, c'est le P sur aluminium pour tous les sols minéraux, sauf les sols extrêmement acides. C'est parce que les sols extrêmement acides, comme les sols de Cannebergière, c'est extrêmement acide, le fer devient réactif et il faut le comptabiliser. Pour les sols organiques, le fer est très peu extrait par la solution Méliche. C'est pour ça qu'on l'amplifie par un facteur 5. On a fait plusieurs essais d'amplification, mais on a trouvé que le 5, c'est le meilleur critère d'amplification. Et on a défini l'ISP1 pour la majorité des sols minéraux, l'ISP2 pour les sols très acides qui sont destinés à des cultures acidophiles comme les cannebergières, comme le bleuetière, etc. Et qu'il faut introduire le fer. Auparavant, on n'a pas voulu mettre le fer, c'est parce que c'est pratiquement le même indicateur. Ça donne à peu près le même résultat d'interprétation et de diagnostic agronomique. Mais sauf que dans le temps, le fer ne faisait pas partie des méthodes routinières. Il faut ajouter des frais aux producteurs pour intégrer le fer. On doit ajouter 7 $ de plus pour doser le fer. Alors que maintenant, avec l'ICP, avec des techniques de dosage multi-éléments, donc on n'a plus ce problème et qu'on considère l'ISP1 ou l'ISP2, c'est la même chose. Donc, et regardez ici, le premier modèle qu'on a développé, ça c'est, rappelez-vous, du 25% de degré de saturation de phosphore que les Hollandais ont développé. Au début, j'ai fait avec le degré de désorption du phosphore. Donc, et j'ai trouvé ici que 9,7 mg de P par litre, c'était une limite qui permet de séparer les sols qui présentent moins de risques sur l'environnement, de point de vue dissipation du phosphore, des sols qui présentent de risques. C'est-à-dire, si ça dépasse les 9,7 mg de P par litre, c'est la caractérisation de P à l'eau. Je reviens ici pour ça, c'est le P à l'eau ici, c'est le pan qu'on a utilisé par rapport à la caractérisation de sol et la caractérisation des eaux de dissipation. Et la première des choses, j'ai développé la valeur critique environnementale de dissipation que j'ai pu généraliser sur l'ensemble des sols. Je l'ai appliqué au Québec, je l'ai appliqué à l'île de Prince-Édouard, je l'ai appliqué dans toutes les provinces maritimes et que maintenant, c'est vraiment, ils ont trouvé un terrain d'application aux États-Unis et même dans plusieurs pays européens. Après ça, c'est la même valeur de 9,7. Je l'ai appliquée pour toutes les classes, les groupes texturaux. Ça, c'est le G1 argile lourde, ça, c'est le G1, ça, c'est le G2 et ça, c'est le G3. Et on voit que le 9,7, ça m'a permis de développer la valeur critique environnementale en termes de P sur AL, de 15, de 11, de 8, de 6, c'est à peu près, c'est 10,8, on l'a approximé à 11, etc. Et que pour les sols organiques, c'est la même valeur de 9,7 du phosphore désorbé qui m'a donné le 5%. Donc, je considère l'ISP1 ou l'ISP3, c'est toujours la même valeur de pan que j'ai utilisé, c'est-à-dire cette valeur de P à l'eau critique qui m'a permis d'uniformiser les valeurs critiques environnementales partout, quel que soit le type de sol, organique ou minéral, et quel que soit le groupe textural, G1, G2, G3 ou G1, argile lourde. Donc, et de cette façon, comme vous pouvez le voir, c'est comme ça qu'on a développé les normes et les valeurs critiques environnementales. On avait dit que pour l'ISP1, c'est sa formule, elle est là, où le P et l'aluminium s'est exprimé en milligrammes par kilogramme, c'est très bien important de considérer l'unité. Et que les valeurs critiques environnementales sont de 6, 8, 11 et 15, dépendamment du groupe textural.
Pour les sols de cannebergière qui se sentent extrêmement acides, idéalement, c'est de définir l'ISP2 où on met le P sur aluminium plus fer. Du moment qu'on utilise l'addition en chimie, donc on doit passer à des moles, et les moles, c'est pour cette raison qu'on divise par 27 pour l'aluminium et 56 pour le fer, qui sont les poids atomiques. Et ici, on considère une valeur critique environnementale de 11% en termes d'ISP2 pour les sols de cannebergière. Et pour les sols organiques, c'est P sur aluminium plus 5 fois le fer, parce que dans les sols organiques, le fer n'est pas efficacement extrait par la solution Méliche. Et on considère une valeur critique environnementale de 5%. Lors de l'élaboration de ROA, ils ont trouvé que même pour les agronomes, c'est difficile d'évaluer les groupes texturaux. Donc, on a mis comme 2 catégories, mais on va revenir, c'est-à-dire la nouvelle version de ROA, on va revenir à cette classification, mais présentement, on a regroupé ces deux-là, c'est l'argile lourde et l'argile, on a regroupé ça et on a regroupé aussi ces deux-là. C'est pour ça que les valeurs de ROA, ça paraît, c'est comme une moyenne entre ces deux-là, et l'inférieur à 30% de l'argile, c'est une moyenne entre ces deux-là. Donc, on était très content après avoir développé ces notions de saturation de phosphore au Québec et que c'est devenu une interprétation commune à la fois agronomique et environnementale. Deux années plus tard, les Américains, on l'a appliqué sur les eaux de dissipation. Je vous montre les eaux de dissipation, c'est-à-dire ils ont caractérisé les valeurs critiques ici en se servant de l'ISP2. C'est-à-dire, ils ont pris notre indicateur au Méliche de P sur aluminium plus fer et ils ont voulu déterminer une corrélation avec les eaux de dissipation, avec les eaux de ruissellement et avec les eaux de lixiviation. Donc, 2 années plus tard, ils ont observé que les sols, que dans la saturation en ISP2, qui est de 14 en termes de ISP2, mais il y a un coefficient qui permet de convertir l'ISP2 en ISP1. C'est parce que nous, on est habitué à utiliser l'ISP1 qui est le P sur aluminium Méliche. Donc, le 14, c'est comme le 19% en termes d'ISP1. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle le phosphore. Je vais vous montrer ici, je reviens à la diapositive de caractérisation. Et généralement, dans les eaux de ruissellement et les eaux de lixiviation, ils parlent de P dissous réactif. Et le DRP. Le P dissous réactif, c'est quoi? C'est la forme la plus assimilable par les micro-organismes aquatiques. Donc, plus la concentration de ce P dissous réactif est élevée, plus la prolifération des algues et des plantes aquatiques est forte. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont déduit que plus les sols, en termes de ISP2, c'est-à-dire P sur AL plus fer, est faible, en dessous de 14 ou en termes du ISP1 en dessous de 19, c'est-à-dire que les eaux de drainage, les eaux de ruissellement ne sont pas influencées. Ils sentent au plus bas niveau. Mais du moment qu'ils dépassent cette valeur critique, qui est de 19 en termes du ISP1, donc on voit que les eaux de ruissellement sont trop influencées et c'est là que le risque environnemental commence. Donc, on fait très attention par rapport à cette valeur critique. On est très protégé. Ça, c'est toutes les textures confondues pour eux, mais nous, heureusement qu'on a fait par groupe textural. Et que le maximum, nous, qu'on tolère, comme vous pouvez le voir, c'est le 15%. Donc, on a une approche quand même conservatrice. On a une approche qui a été démontrée par les Américains qu'on est en dessous de ce 19%, on est à 15%. Donc, on est dans ces eaux calmes qui ne permettent pas un peu de diffuser le phosphore grandement et d'influencer la prolifération des algues qui provoquent ce qu'on appelle l'eutrophisation. Ça, c'est pour les eaux de ruissellement. Ils ont fait la même chose pour les eaux de drainage. Ça, c'est Sims et al. En 2001. Nous, notre approche a été publiée dans JQ, Journal of Environmental Quality, en 1999. Ça fait que tout de suite après, on voyait qu'il y a vraiment un potentiel de lien entre les eaux de dissipation, que ce soit ruissellement ou drainage, avec notre indicateur qui peut servir à la fois d'interprétation agronomique et environnementale. Et ici,
pour les eaux de drainage, le 21% en termes d'ISP2 correspond à peu près à 28% en termes de ISP1. Donc, à la fin, on a reconsidéré ces valeurs critiques américaines pour aussi déterminer des valeurs dans l'interprétation du risque environnemental. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on retient? Je vous demande ici de retenir aussi qu'au Québec, on a défini une capacité de fixation du phosphore. Donc, je reviens à mon schéma rapidement. Rappelez-vous que le fer et l'aluminium qui permettent de fixer le phosphore, c'est essentiellement le fer, il intervient quand il y a un pH extrêmement bas, mais la majorité du phosphore et sa fixation est expliquée par la richesse des sols en aluminium. Et c'est pour ça qu'on a défini l'ISP1 qui est le P sur AL. Donc ici, plus la concentration de l'aluminium, même l'aluminium méliche, on l'avait donné une signification. Et on avait dit qu'au Québec, l'aluminium méliche, il peut représenter un pouvoir de fixation du phosphore. Plus le sol est riche en aluminium, plus il a tendance à fixer le phosphore, plus on a tendance à apporter des engrais phosphatés. Donc, dans les sols podzoliques de Québec, si la concentration de l'aluminium méliche 3 dépasse les 1600, donc on a un pouvoir fixateur du phosphore élevé et on a tendance à apporter plus d'engrais phosphatés que dans les sols dont la capacité de fixation est moyenne ou dans les sols de capacité de fixation est faible. Donc, s'il est inférieur à 1100, on considère que la capacité de fixation du fer est faible. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est que l'interprétation environnementale, on l'a reliée avec des groupes texturaux. Donc, vous voyez, le groupe texturaux, c'est important dans le diagnostic et la recommandation. Donc, rappelez-vous, dans l'échantillonnage, pour la fréquence d'échantillonnage, on a fait intervenir les groupes texturaux dans toutes les recommandations, comme par exemple le pourcentage de disponibilité de l'azote, du phosphore, etc. Il va dépendre du groupe textural pour les effluents d'élevage. Donc, tout dépend des groupes texturaux. Donc, j'insiste sur les groupes texturaux et il faut trouver un moyen qu'on évite l'appréciation tactile qui est très subjective ou d'aller consulter des rapports pédologiques qui ont une faible résolution pour aller chercher ces groupes texturaux. Il faut un moyen rapide qui ne coûte pas beaucoup d'argent pour les producteurs et qui permet un peu de déterminer ces groupes. C'est parce qu'en fonction des groupes, on a fait cette interprétation. Donc, rappelez-vous, la valeur critique environnementale pour les G3, c'était de 15, pour les G2, c'était de 11, pour le G1, c'était de 8, et pour le G1 argile lourde, c'était de 6. Et ici, vous avez l'interprétation environnementale, c'est-à-dire le risque est faible quand c'est compris entre 0 et 8, le risque est moyen inférieur quand c'est 8 à 13, etc. Donc, après, c'est moyen supérieur, après élevé, très élevé et extrêmement élevé. Et tout dépend de la texture. Donc, si vous avez un groupe textural G3, regardez la classification. La classification est plus sévère de point de vue interprétation environnementale pour le G2. Donc, vous avez ces classes-là. Pour le G, regardez pour l'argile lourde, à 6%, on considère que le risque est grand. Le risque est très grand que le phosphore soit diffusé dans les eaux environnantes. Donc, retenez cette classification et elle est basée sur l'ISP1, le P sur aluminium. Mais faites attention aussi pour la méthode de dosage, il faut que le P et l'aluminium soient déterminés par ce qu'on appelle la spectrophotométrie d'émission par plasma. Heureusement que tous les laboratoires accrédités maintenant, ils vous acheminent les résultats sous forme d'un dosage à SEP. Mais il y en a des institutions de recherche comme à l'Université Laval, nous ou d'autres centres de recherche, ils utilisent encore la colorimétrie pour le phosphore et l'absorption atomique pour l'aluminium. Donc, c'est pas les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes valeurs. Faites attention. Dans le guide du CRAC, on mentionne qu'il faut multiplier par le facteur 1,12 pour convertir les deux techniques de dosage. En tout cas, c'est une parenthèse que j'ouvre, je ferme tout de suite. Pour ceux qui sont intéressés, je peux la détailler plus. Regardez ici, donc à partir du DSP, pour l'interprétation environnementale développée par les Hollandais, on a déterminé un indice de saturation en termes de P sur aluminium méliche ou de P sur aluminium plus fer méliche.
Donc, on s'est dit que ça marche très bien de point de vue interprétation environnementale et on s'est dit, est-ce qu'on peut aussi l'introduire pour le diagnostic agronomique? Et quand on parle de diagnostic agronomique, on parle de modèle agronomique. Et quand on parle de modèle agronomique, on veut déterminer les rendements relatifs en fonction de l'indicateur agronomique. On a l'habitude, si on veut diagnostiquer le potassium dans le sol, on extrait le potassium assimilable. Si on veut diagnostiquer le calcium, on détermine le calcium assimilable. Le phosphore, c'est le phosphore assimilable selon la méthode Mélich. Mais on s'est dit, est-ce qu'il pourra aussi servir le P sur AL comme interprétation agronomique, comme ça, si ça marche, et qu'on utilise les mêmes modèles agronomiques, si ça marche, pourquoi pas ne pas l'utiliser et qu'on aura la double interprétation à la fois agronomique et environnementale. Et regardez qu'est-ce qu'on fait ici de point de vue valeur critique agronomique. On fait déplacer les axes ici Y et X, c'est-à-dire l'axe X, on le fait bouger dans ce sens, l'axe Y, on le fait bouger dans le sens, de façon à ramasser les points dans les mêmes cadrans positifs. C'est parce que ça, c'est un Y positif, X positif, ça donne un cadran positif. Ça, c'est un Y négatif, un X négatif, ça donne un cadran positif. Les deux autres cadrans sont des cadrans négatifs. C'est la procédure, comment on détermine toujours des valeurs critiques agronomiquement, selon la procédure qui s'appelle de Kate-Nelson. Je ne rentre pas dans les détails, c'est plus les chercheurs qui définissent ces genres de valeurs critiques agronomiques. Donc, on l'a fait avec le phosphore Mélich. Et regardez, observez ici, il y a beaucoup de points dans les mauvais cadrans. Ça, c'est un mauvais cadran. Il n'est pas un cadran positif comme eux. Eux, c'est bien classé. Quand on a substitué le P Mélich par le P sur aluminium, ça c'est le rendement relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, j'ai pris le rendement par exemple, ici, c'est la culture de pommes de terre, le rendement de la pomme de terre dans la parcelle fertilisée avec un engrais phosphaté par rapport à une parcelle qui n'a pas reçu aucun fertilisant. Si le pourcentage est faible, c'est parce que ma référence, c'est le témoin. Si on ne fertilise pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, si on ne fertilise pas, on est à 20% du potentiel de rendement. C'est-à-dire, si 20%, c'est que le sol, il a besoin d'être fertilisé en phosphore et il manifeste un grand besoin s'il est un pourcentage faible. S'il est un pourcentage élevé dans les 100%, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être fertilisé. Parce que la parcelle témoin qui n'a pas reçu du phosphore se comporte de la même façon que la parcelle qui a reçu un fertilisant phosphaté. Donc, regardez ici, j'ai beaucoup de points quand même. C'est un bon modèle, considéré parmi les très bons modèles pour établir une valeur critique agronomique, mais pareil, il y a des erreurs. Regardez ici, il y a beaucoup de points qui sont mal placés. Mais quand on a substitué par l'ISP, on a nettoyé cette partie-là. C'est vraiment, on s'est dit que l'ISP1, même agronomiquement, il y a beaucoup d'améliorations. Donc, c'est là qu'on a pensé à unifier les approches, à utiliser un indicateur, le même indicateur, que ce soit pour l'interprétation agronomique, que ce soit pour l'interprétation environnementale. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par la culture de pommes de terre. Au début, c'était la seule culture qui a été calibrée par rapport à l'ISP1. Et on a proposé le modèle de recommandation. Donc, à partir du diagnostic, on a fait le modèle de recommandation. Et regardez ici la valeur critique agronomique de 15%. C'est là qu'on doit vraiment baisser drastiquement les niveaux de phosphore qu'on apporte. Donc, on ne se permet pas d'apporter plus que la plante on a besoin. C'est-à-dire, on n'a pas voulu aussi limiter le désir que les producteurs veulent rester productifs. Et pour rester productif, s'il y a une réponse à la fertilisation phosphatée, il faut que ça continue. Il faut que ça continue à répandre. Donc, on a établi ici maintenant notre modèle de recommandation basé sur l'ISP1, le P sur AL, et on a introduit la valeur américaine ici pour les eaux de ruissellement pour dire qu'on passe de l'élevé à très élevé. Et quand on est dans le très élevé, oubliez d'apporter plus que la plante en a besoin, plus que l'exportation du phosphore par la culture qu'on a estimé de 45 à 50 kg de P2O5 à l'hectare.
Donc, et on reste vraiment safe par rapport à l'environnement. Regardez maintenant, les Américains aussi, ils ont établi le même modèle agronomique, le rendement relatif, et ils ont observé que la valeur critique agronomique est très inférieure à la valeur critique environnementale pour les eaux de ruissellement que pour le 25 pour les eaux de drainage. Donc, le modèle agronomique est généralement situé en dessous des valeurs critiques agronomiques pour le ruissellement et pour le drainage. Et c'est comme ça qu'on a eu vraiment la conscience tranquille que notre indicateur aux valeurs critiques agronomiques, je vais revenir sur la valeur critique agronomique, c'est ça, la valeur critique agronomique, elle est proche de 10 en termes de saturation de P sur AL. Donc, en termes de P sur AL, ici, on a à peu près 10, ou en termes de méliche, P méliche, pour ceux qui continuent à évaluer la disponibilité du phosphore en termes de méliche, c'est 100 mg par kilogramme, ou 10% de P sur AL de l'ISP1, on est encore loin de la valeur critique environnementale de 15% pour les eaux de ruissellement, ou de 24% ou de 25% pour les eaux de drainage. Donc, ça, c'est le premier concept. C'est la première génération de concepts de saturation en phosphore, mais la saturation de phosphore est purement chimique, c'est-à-dire les relations sont plutôt chimiques. C'est des fixations du phosphore par l'aluminium et le fer. Donc, notre réservoir du phosphore, c'est les agents qui le fixent, c'est le fer et l'aluminium, mais pour les autres éléments, c'est plutôt la capacité d'échange cationique. C'est pour ça que la nouvelle génération d'indicateurs qu'on considère pour le phosphore, il faut que ça soit avec le fer et l'aluminium, et pour les autres éléments, les autres éléments nutritifs, il faut que ça soit en lien avec la CEC. Donc, dans la CEC, j'étais conscient, tout le monde, et puis on a reçu beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires négatifs par rapport à la façon d'estimer la CEC au Québec. On n'a même pas situé l'article qui a donné la formule de la CEC que tous les laboratoires utilisent pour l'estimer. Malheureusement, c'est une très mauvaise estimation. Elle est faite avec très peu de précision. Donc, heureusement qu'on a démarré un projet qui s'appelle le DACARA. J'ai eu une subvention, j'ai eu beaucoup de partenaires qui ont adhéré à ce projet. Pourquoi je l'ai appelé DACARA? C'est le diagnostic de l'acidité, la qualité des amendements et recommandations d'application. Donc, je veux un système qui permet de revoir vraiment les problèmes d'acidité au Québec. C'est parce que présentement, il est très mal estimé. Et qu'on est à notre 3e année de ce DACARA, et en même temps, on va revenir à des notions de la CEC et de la saturation de la CEC avec les bases échangeables. Les Français, les Européens, ils ont déterminé ce qu'on appelle un indice de positionnement agricole. Et cet indice de positionnement agricole, c'est la somme des bases échangeables sur la CEC. Et ils ont une interprétation pour chaque type de saturation en base. Donc, ils sont revenus à la source. Mais eux, c'est parce que, d'une part, il y a des subventions pour la détermination de la CEC dans les laboratoires parce que c'est pas une caractéristique qui change beaucoup. C'est-à-dire si on a à peu près les mêmes pratiques culturelles, les mêmes pratiques d'amendement, des effluents d'élevage, etc., en principe, la CEC, c'est une caractéristique qui est inhérente, qui ne change pas dans le sol. Donc, il faut le faire au moins une seule fois dans la vie, comme la texture du sol. Donc, en France et dans plusieurs régions en Europe, maintenant, ils sont revenus à la notion de la saturation en base, même pour décider les quantités de chaux. Parce que notre système aussi de recommandation de chaux, il est imprécis. Imprécis à cause qu'on utilise des paramètres et des indicateurs qui sont très peu précis. Comme je l'ai montré, le pH ou le pH SMP, c'est très, très variable. Catherine, elle a discuté en long et large les rapports, etc. Mais soyez certains que
avec cette nouvelle génération d'indicateurs et qu'avec les nouvelles techniques qu'on va développer et que je vais les discuter assez rapidement, vous allez voir que on va les calibrer par rapport au rendement, on va les calibrer par rapport à l'équilibre nutritif des éléments dans les plantes. Donc, on va vous arriver avec d'autres notions d'équilibre de ces éléments par rapport à leur CEC. C'est-à-dire que ça, c'est des anciens concepts, d'accord, pour les rapports, c'est des anciens concepts pour la saturation, mais nous, on va aller très, très loin dans notre projet Dakara. C'est parce on est en train de cumuler on est en train de construire des grosses banques de données. Donc, pour ce faire, on a besoin avec la venue maintenant de l'intelligence artificielle. C'est vraiment très prometteur dans le domaine de la santé des sols. C'est parce qu'on veut assurer une durabilité des sols, on veut optimiser toutes les pratiques de fertilisation, on veut vraiment respecter l'environnement dans toutes ces directions, mais on a très peu d'outils. Avant, on avait très peu d'outils, de paramètres qui les caractérisent. Et même si on veut les instaurer, les paramètres comme la CEC, c'est un principe fondamental qui a été développé depuis les années 40, mais sauf qu'on ne peut pas l'utiliser à cause qu'il coûte cher dans les laboratoires. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, avec la venue de la technologie, avec maintenant l'intelligence artificielle, avec la construction des banques de données massives, pourquoi ne pas refaire c'est-à-dire ces concepts-là et arriver et converger vers des paramètres qui sont mesurés avec beaucoup de précision. Donc, on a pris 3 phases pour construire nos banques de données. Donc, on a consulté les rapports pédologiques de tout le Canada. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les rapports pédologiques parce qu'ils donnent toutes les analyses. La CEC est mesurée avec précision, les bases échangeables, le phosphore disponible, ils donnent le pH, ils donnaient toutes les caractéristiques. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser ces données-là pour estimer la CEC? Pas avec des modèles linéaires très simples qui conduisent généralement à des estimations peu précises, mais on s'est dit pourquoi ne pas aller avec des modèles complexes comme par intelligence artificielle. Donc, ce qu'on a fait, et ça et aussi, j'ai sollicité des chercheurs qui ont fait aussi des sols, qui ont caractérisé des sols. J'ai dit, écoutez, envoie-moi les résultats d'analyse et les sols aussi. C'est parce que je peux ajouter une signature spectrale. C'est quoi la signature spectrale? On a maintenant des machines qui sont dans le visible proche infrarouge. Il y a aussi le moyen infrarouge. Donc, on scanne un sol. C'est un simple scan. Il me sort une signature spectrale. Et à partir de la signature spectrale, cette signature, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs données dans une des... Ça, c'est plusieurs sols. Il y a autant de sols que de spectres. Donc, pour le même spectre, on a à peu près 1200 données, c'est-à-dire 1200 points qui forment le spectre. Ça, c'est les longueurs d'onde et ça, c'est la réflectance. Donc, on s'est dit, à partir de cette signature spectrale, par intelligence artificielle, est-ce qu'on est capable d'aller estimer la CEC, sa saturation en base, etc. Donc, ça, c'est le premier. C'est ce qu'on appelle des algorithmes de pédotransfert basés sur l'interprétation spectrale. Le IS, c'est l'interprétation spectrale. Je peux aussi, à partir d'une caractérisation de base, le pH haut, le carbone organique, le K échangeable, le calcium, etc., c'est ce qu'on fait comme caractérisation de base. On s'est dit, pourquoi ne pas faire aussi des algorithmes d'apprentissage pour estimer aussi la CEC et la saturation en base? C'est parce qu'on a une grosse banque de données des sols pédologiques du Canada. Donc, on a tout extrait les données et on a utilisé ce modèle-là. Donc, regardez qu'est-ce que ça a donné. Pour faire la main aussi, donc, on a considéré 2 banques de données. Il y a le LUCA, c'est une donnée européenne. LUCA, ça c'est à peu près 20 000 échantillons de sol ont été caractérisés par une analyse spectrale, OVIS-NIR, OVIS proche infrarouge. On a aussi une autre banque de données de l'Angleterre, qui vient de l'Angleterre et qui a couvert plusieurs pays de l'Afrique, Brésil, etc., plusieurs pays européens, et ils ont aussi leur propre spectre. Ça a été fait les deux avec le VISNIR, avec le visible proche infrarouge, c'est-à-dire des longueurs d'onde qui varient de 350 jusqu'à 2500.
J'ai fait la main avec ça et on a publié un article Gouda 2021. Vous allez le voir, c'est au mois de juillet, août à peu près, dans Agronomy Journal. Et on voyait qu'il y a une très bonne prédiction du pourcentage d'argile. Et même à ça, donc on s'est dit, moi, c'est pour tout ce qui est pratique de fertilisation, c'est pas l'argile qui m'intéresse, c'est plutôt le groupe textural. Et on est allé pour les deux banques de données, la banque de données européenne, la banque de données de l'Angleterre sur les différents pays du globe. Et on a fait pour les deux, ça c'est pour Lucas, ça, c'est le modèle, ce qu'on appelle de calibrage par intelligence artificielle. Et tous les sols qui étaient classés dans le G1 étaient reclassés dans les sols G1. Tous les sols qui étaient classés dans le G2, c'est dans le G2, et les autres, c'est dans le G3. Quand on a fait ce qu'on appelle le testing, généralement, c'est moins précis que l'apprentissage. C'est parce que 70% des échantillons, on les a utilisés pour calibrer le modèle par intelligence artificielle et 30% on les a utilisés pour le testing. Et même le testing, il a donné vraiment de très bons résultats. Là où il y a un déplacement, c'est juste dans la partie limite entre les groupes texturaux. C'est-à-dire même avec la méthode officielle à l'hydromètre ou aux pipettes de Robinson qu'on utilise au laboratoire, donc on peut trouver aussi qu'il y en a des sols qui peuvent être sur les limites entre les groupes. Donc l'apprentissage était parfait. Le testing aussi, c'est très satisfaisant. Donc on s'est dit, avec une analyse spectrale, qui coûte rien pratiquement, c'est on fait scanner un sol pendant quelques minutes, c'est à peu près 1 à 2 minutes, et on aura une signature spectrale. La signature spectrale, on le relie par des algorithmes d'intelligence artificielle, on obtient le groupe textural G1, G2 ou G3. Donc ça, c'est un article qui a été publié en 2001 récemment avec des banques de données qu'on nous a confiées. Ici, elle est open source, on est allé la chercher. Et ici, j'ai demandé avec mes collaborateurs à Rothamsted en Angleterre de me confier cette banque de données pour faire la main sur ça. Et dans le projet Dakara, on est en train de le faire sur nos propres sols. Et j'ai commencé par comment, à partir d'une caractérisation de base, estimer une CEC avec l'intelligence artificielle. Donc, mon étudiante, elle a fait ça et regardé la CEC estimée en centimol par rapport à la CEC mesurée par apprentissage supervisé. Et ça me donne d'une part un R2 très forte, de deux une pente très proche de 1 et un ordonnée à l'origine nulle. On n'a jamais rêvé obtenir ces genres de modèles entre l'estimé et le mesuré dont la pente est pratiquement, c'est pratiquement la première bisectrice, c'est-à-dire une pente de 1 et un ordonnée à l'origine de 0. Donc, il y a beaucoup d'avenir pour la CEC, pour surtout ce groupe. C'est parce que quand on parle de CEC, on parle de la saturation des bases. C'est quoi le pourcentage de saturer la CEC avec les bases potassium, calcium, magnésium? On néglige le sodium parce que la plupart des sols au Québec, le sodium est négligeable. C'est quoi la proportion aussi de la saturation en aluminium échangeable? Parce que c'est un indicateur aussi de la toxicité aluminique et il faut le surveiller. Donc, on peut l'estimer aussi par apprentissage supervisé. Et ça, c'est l'idéal, c'est de combiner une analyse spectrale avec une analyse de caractérisation de base pour aboutir avec des modèles d'intelligence artificielle où on combine les algorithmes de pédotransfert par les analyses de routine avec l'interprétation spectrale. Et ça donne les meilleurs résultats généralement. Donc, on a commencé à faire ça, cette modélisation, on converge vers des résultats vraiment très intéressants et vous allez voir que vous allez utiliser une plateforme, peut-être on va l'héberger au MAPAC ou on va l'héberger au CRAAC, au Centre de référence en agriculture agroalimentaire du Québec. Le plus important, c'est qu'elle soit utilisable par les conseillers, par les agronomes ou même par les producteurs. C'est ça. Donc, dernier aspect, donc j'ai parlé un peu toujours des éléments de diagnostic et qu'on veut qu'ils soient des diagnostics qui convergent vers les indicateurs
pour la mesure de la santé des sols, pour la mesure de la durabilité des sols, et on veut établir vraiment des échelles de la santé et de la durabilité des sols pour, par la suite, piloter les pratiques de fertilité en fonction de ces indicateurs et en fonction de ce qu'on veut avoir comme critères de santé des sols. Donc, comme vous le savez, la notion de fertilité des sols, ça a été évoqué depuis les années 40, mais après, on a passé de la fertilité des sols à la qualité des sols. C'est parce que au début, la fertilité, on l'a reliée juste aux éléments chimiques. Après, la qualité, on s'est dit que les sols, ça prend des qualités physiques, ça prend des qualités biologiques. Donc, on a passé dans les années 80 à la notion de qualité des sols. Dans les années 2000, on a commencé à parler de la santé des sols. La santé où c'est devenu vraiment même un débat politique. Un débat politique dans les nations qui se respectent, ils ont évoqué le problème de la santé. Il y a beaucoup de subventions maintenant qui se donnent pour faire des études sur la santé des sols. C'est incroyable les dernières années combien de sous ont été mis pour assurer, pour développer des indicateurs de la santé des sols. Et pour développer les indicateurs de la santé des sols, ça nous prend une analyse critique depuis l'échantillonnage. C'est ce que je le dis, c'est ce que je le répète, c'est la représentativité qui est le mot-clé pour tout suivi. C'est-à-dire, si on veut faire un suivi de la santé des sols, ça nous prend une représentativité dans chaque période où je caractérise le sol. Et maintenant, c'est la sécurité. Depuis le 2012 et surtout ces dernières années de 2020, on parle de la sécurité. On a passé de la santé des sols à la sécurité des sols. Et c'est devenu vraiment un discours où toutes les strates de la société parlent de la sécurité des sols. C'est parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui commencent à nous affecter, comme par exemple les changements climatiques. L'accusé numéro un, c'était les sols et comment on traitait les sols agricoles. OK. Donc, de la durabilité ici, puis on a passé de la durabilité puis à la santé des sols. Elle a été définie par des organismes tels que l'USDA. L'USDA, c'est l'US Department of Agriculture, comme étant la capacité contenue du sol à fonctionner comme un écosystème vivant. Il faut le laisser vivant et vital, qui assure la subsistance des plantes, des animaux et des humains. C'est vraiment, toutes les strates doivent en profiter de cette capacité contenue de fonctionner. Et quand je parle de ça, je parle ici quand on parle de la santé des sols, il faut avoir absolument ces critères. Donc, d'une part, c'est une bonne capacité de stockage de l'eau. Quand je parle de bonne capacité de stockage de l'eau, il faut assurer une bonne capacité d'échange cationique. C'est la capacité d'échange cationique qui augmente la rétention de l'eau. C'est quand je parle aussi d'une bonne capacité de stockage de l'eau, c'est les plantes qu'on met en couverture qui permettent de préserver plus l'eau dans le sol. Donc, il faut associer à ces critères, oui. My God, arrêtez, donnez. Pourquoi il y a. Okay. Arrêtez la présentation. Je la réparte. Donc, afficher plus écran. Celui-là. Ah, c'est bien. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Toujours, je donne des cours et puis c'est la première fois que m'arrive que ça s'arrête. C'est ça. Donc, la première des choses, c'est la bonne capacité de stockage. Et quand on le suit avec des paramètres. Bien pourvu en éléments nutritifs assimilables, faites attention. C'est-à-dire ce qu'on met dans le guide du CRIN, que culture par culture, pour les éléments majeurs NPK, pour aussi les oligoéléments, pour les éléments secondaires. Ça, c'est des comportements moyens. Mais ce qui va venir plus tard, c'est l'interaction aussi entre les éléments. Mais connaissant toujours l'équilibre entre les éléments nutritifs et pour estimer leur interaction, c'est comme on a fait
la notion de saturation du phosphore, avec le fer et l'aluminium. On fait la même chose pour les bases échangeables avec la CEC et on va parvenir à maîtriser vraiment comme il faut ces éléments nutritifs. Il faut que le sol soit meuble. Quand on parle de sol meuble, il faut des amendements. Et les amendements, même si on n'a pas des amendements des effluents d'élevage, il faut penser aussi des matières à recycler. Il y en a des matières qui sont de très bonne qualité, qui contiennent beaucoup de matières organiques. C'est un starter pour les micro-organismes. Ça va rendre plus de respiration. Donc, ils vont créer une flexibilité et vous allez voir que les sols vont s'ameublir avec le temps quand on apporte des amendements organiques. Il faut que le sol soit assez profond. Et quand on parle de sol assez profond, qu'il n'y a pas une contrainte physique ou une barrière chimique ou une barrière physique en profondeur. Comme on parle de semelle de labour, comme on parle aussi, quand on chôle le sol, on chôle généralement l'horizon de surface, mais on ignore l'horizon de profondeur. Généralement, il y a des techniques qui permettent d'aller neutraliser l'aluminium échangeable en profondeur par des apports comme par exemple le gypse ou par l'anhydrite, qui sont des éléments qui peuvent migrer facilement en profondeur et d'aller neutraliser l'aluminium échangeable. Donc, sol bien drainé, on fait attention à la compaction pour assurer un bon drainage, faible population de plantes, de pathogènes et d'insectes nuisibles. Donc, ça, on doit veiller à ce que ces contraintes ne soient pas présentes et surtout véritable habitat d'organismes bénéfiques. D'accord. Donc, la faible infestation par les mauvaises herbes aussi, quand on fait les bonnes pratiques, généralement, on élimine la prédominance des mauvaises herbes. Donc, quand on introduit des plantes de couverture, quand on introduit des engrais verts, quand on occupe le sol par des racines bénéfiques, généralement, on élimine cet effet d'infestation par les mauvaises herbes. Aussi, un œil sur les contaminants organiques et inorganiques. Parce que le débat en Europe, parfois, c'est exagéré. Sincèrement, pour les contaminants, surtout inorganiques, comme par exemple le cadmium, surtout la discussion s'est portée sur le cadmium parce qu'il est relié avec la fertilisation phosphatée, mais les recherches avaient démontré que les engrais, les effluents d'élevage, ils contenaient autant de concentration de ces contaminants que les engrais minéraux. Donc, on fait très attention par rapport à ça. Parfois, les engrais minéraux peuvent contenir, et ça, la réglementation canadienne, heureusement qu'elle était là pour les engrais et que généralement, on reçoit des engrais avec le strict minimum des contaminants inorganiques. Les contaminants organiques, on fait très attention par rapport aux MRF, matières résiduelles fertilisantes, tout ce qui est recyclé. Pour le recyclage, donc ça c'est, on va avoir d'autres occasions pour parler de ça. Donc, quand on parle aussi de résistance à la dégradation. Donc, généralement, un sol bien mené, un sol qui contient assez de matière organique, qu'on a amélioré sa CEC, qu'on a amélioré, c'est-à-dire amélioré les barrières chimiques et physiques en profondeur, qu'on l'a bien vraiment traité, généralement, il résiste à toutes sortes de maladies, il résiste à toutes sortes de contraintes. La résilience aussi, quand on apporte par exemple des matières agressives, comme par exemple la chaux vive, qui a un pH trop élevé. Donc, les micro-organismes et l'écosystème fait de sorte que il va résister à la perturbation. C'est-à-dire, au début, peut-être, si on mesure l'activité microbienne, ça va diminuer, mais rapidement, elle va reprendre. C'est-à-dire, il y a une bonne résilience quand les sols sont en santé. Et quand on parle de santé, on doit citer tout ça. Et quand on cite tout ça, on a besoin de paramètres. On a besoin de paramètres qui permettent de mesurer ces différentes fertilités. Quand je parle de toutes ces pratiques, de tous ces phénomènes-là, je parle de la fertilité physique, de la fertilité chimique et de la fertilité aussi biologique. Qu'est-ce qu'on retient aussi pourquoi il ne veut pas défiler ça a bloqué pour défiler les... bon, my God. Ah, désolé.
OK. C'est ça. Donc, comme je l'ai mentionné ici, comme par les limites, les contraintes ou ceux qui sont limitatifs pour les rendements, donc on voit que l'humidité, l'eau, c'est le premier facteur limitatif de l'obtention de bons rendements. Et après, ça vient la fertilité. Et quand on parle de fertilité, c'est surtout la fertilité chimique, suivie de la fertilité microbiologique, suivie de la fertilité physique, qu'on doit vraiment les définir comme il faut, qu'on doit développer des indicateurs qui sont faciles à mesurer et qui sont conviviales avec nos agronomes, nos conseillers et aussi nos producteurs qui veulent l'utiliser. Donc, ce que je vous demande de retenir de ça, c'est que pour les facteurs les plus métiers, c'est connu, c'est l'humidité, une saison sèche, c'est sûr, ça se traduit par une baisse catastrophique des rendements. Et après ça, c'est vraiment les notions de fertilité qu'on doit l'associer avec la santé des sols. Et quand on parle de la santé des sols, retenez ici les trois catégories d'indicateurs, les indicateurs biologiques, les indicateurs physiques et les indicateurs chimiques. Quand on parle de ces indicateurs, c'est pour préserver ici la biodiversité dans le sol. Donc, on va avoir des micro-organismes qui sont bénéfiques, qui peuvent assurer des fonctions microbiologiques intéressantes. Aussi, pour préserver la qualité de l'eau, on veut que les éléments fertilisants qu'on apporte soient destinés essentiellement à l'alimentation des peuplements végétaux plutôt qu'à la dissipation vers les cours d'eau ou vers l'atmosphère. Donc, c'est les pratiques culturelles et les indicateurs de fertilité qui permettent un peu de nous guider dans ça. Et aussi la composante de pratique culturelle, la jeune, et finalement la composante climatique. C'est pour ça que la santé des sols est devenue, et ça a évolué vers la sécurité des sols. Et la sécurité des sols, on parle de changement climatique, on parle aussi des pratiques qu'on doit les améliorer parce qu'il faut voir une vision à long terme et penser à nos sols, comment ils resteront durables et productifs à très long terme. Malheureusement, pour toutes ces strates qu'on doit les caractériser, le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau et les pratiques culturelles, il y en a des générations d'indicateurs. Il y en a des indicateurs comme ici, comme par exemple dans les pratiques culturelles, on a à peu près 17 indicateurs. Ça, c'est le rang, c'est beaucoup d'indicateurs. Ici, le nombre d'indicateurs, c'est 10, etc. Mais comme ici, c'est-à-dire on a peu d'indicateurs sur la biodiversité. C'est parce que la caractérisation est très difficile. La caractérisation ça prend vraiment beaucoup de manipulation et les méthodes ne s'apprêtent pas à des méthodes routinières. Donc, ce que je vous demande comme agronome, c'est surtout les pratiques culturelles. Donc, pour les pratiques culturelles de couverture, surtout pour la santé et la sécurité des sols, il faut toujours penser à occuper les sols avec les racines. C'est une grande richesse, c'est incroyable les bénéfices qu'on a comptés. On a compté sur tous les plans. On a compté sur l'augmentation des rendements dans l'immédiat, sur l'augmentation des rendements à long terme. On a aussi pensé à une vie microbienne qui a été démontrée dans plusieurs articles et dans plusieurs œuvres scientifiques par l'occupation des sols par le système racinaire. On a démontré aussi la diminution drastique de l'érosion hydrique et éolienne quand le sol est constamment occupé par une culture et que les sols est stabilisé par le système racinaire, et comment aussi entretenir la fertilité et la biodiversité par l'introduction de ces cultures et par l'introduction de la couverture. Et le challenge majeur, c'est la séquestration du carbone. Je vais vous montrer quelques diapositives où les plantes de couverture et l'occupation des sols par les racines, ça améliore grandement vraiment la séquestration du carbone. Donc, un des guides qui va apparaître prochainement, ou peut-être il est apparu dans le guide du CRINC parce qu'on l'a évalué, c'est des plantes de couverture, où on demande qu'il y a généralement quand on applique des plantes intercalaires, comme le trèfle rouge par exemple, dans ce cas, dans les céréales, généralement ça fournit une augmentation de rendement qui
qui atteint les 13% dans le cas de maïs et de 22% dans d'autres cultures. Ça, c'est pour l'érosion. Je passe en revue assez rapide, c'est parce que j'ai pris beaucoup de temps sur ces concepts et j'aimerais, en tout cas, si l'occasion nous permet plus tard d'avoir plus de temps, je vais les détailler encore plus. Regardez ici aussi les bénéfices pour l'érosion. Donc, quand on compare un sol sans couverture, sans plante de couverture, avec un sol avec plante de couverture ou culture de couverture, il y a vraiment une augmentation du maintien de la matière organique de 3,6 fois, c'est-à-dire de 360%. Donc, et ça va permettre au sol de rester stable, de ne pas être soumis au phénomène de charriage et de ruissellement par les particules d'eau dans le cas des pluies intenses ou dans le cas aussi de la fonte des neiges qui permet aussi de charrier les éléments nutritifs et de charrier aussi le carbone qui est le starter pour la vie microbienne dans les sols. Il y a de multiples aussi interactions dans le sol. On parle de rhizodéposition, c'est parce que les racines mortes, quand on fait une culture de couverture, ces racines mortes représentent une nourriture pour les micro-organismes, même à des profondeurs. C'est-à-dire même si le système racinaire atteint des profondeurs, il va rester des traces et ces traces seront un attractif pour les micro-organismes. Et cette rhizodéposition, ça a été très étudié les dernières années et démontrer vraiment des bénéfices dans l'interaction. Un autre schéma aussi qui démontre la mesure de la biodiversité et comment ça se dégrade d'une année à l'autre, d'une décennie à une autre. Et on voyait que ça a été mesuré avec un indicateur, il est fort intéressant, mais on fait attention, c'est surtout les pratiques, le passage répétitif de la machinerie. Donc, on fait très attention par rapport à ça. On doit réfléchir à des techniques qui permettent un peu de moins passer la machinerie agricole et d'instaurer des cultures qui permettent de remonter et de d'établir de nouveau la biodiversité. Donc, le facteur de mauvaise agrégation, ça c'est aussi un autre facteur très important. Le seul moyen, c'est d'intensifier le système racinaire pour ameublir le sol. Donc, le travail intensif du sol, comme je l'ai mentionné, l'utilisation limitée de cultures, de couverture, ça c'est un facteur de mauvaise agrégation. La faible densité d'enracinement, c'est un facteur de mauvaise agrégation. La durée limitée de présence de racines au cours de l'année, c'est-à-dire si on parvient à occuper le sol le maximum dans le temps, c'est-à-dire au bout d'une année, on est très gagnant sur la santé et la durabilité des sols. Donc, les sols mal structurés sont plus sensibles à l'érosion et au ruissellement, sont plus sensibles aussi aux lixiviations en profondeur, ce qui augmente le risque de dissipation, le risque de perte de perte des éléments dans l'environnement et le risque aussi de perte de productivité. Autre chose, pour être encore plus rapide, juste pour vous sensibiliser, c'est si on prend une toute petite cuillère à café ici de solsa, il contient plus de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Donc, ça se comptabilise par des milliards de micro-organismes juste par cuillère. Donc, pour restaurer ce milieu, pour qu'on soit vraiment très compétitif sur tous les plans, sur le plan de la productivité, sur le plan aussi de préserver l'environnement, quelles que soient ses composantes, c'est de maintenir une activité microbienne fort intéressante. Mais pour ce faire, on a besoin de vos yeux, c'est parce que même à l'œil nu, on est capable de diagnostiquer s'il y a une belle vie microbienne. Donc, ça, c'est par les galeries, c'est-à-dire la présence de vers de terre, par la porosité, la macroporosité, qui témoigne d'une belle activité microbienne. Et ici, je vous conduis, c'est parce que je mentionne ici que
Lorsqu'il y en a des sucres qui sont synthétisés, qui sont ramenés par les racines, ces sucres seront assimilés par les micro-organismes et ces micro-organismes, ils ont une durée de vie dans le sol. Lorsqu'ils meurent, ils cèdent de la matière organique à d'autres micro-organismes et la vie continue. C'est-à-dire, plus il y a d'activité, plus il y a de séquestration de carbone, plus la séquestration de carbone se fait en profondeur dans le sol, plus on assure une durabilité et une santé globale des sols. C'est ça. Récemment, je ne sais pas si vous entendez parler de Ratan Lal, il a changé complètement la philosophie de la fertilisation ces dernières années. Il a commencé dans les années 2018. Il publie comme incroyable, c'est-à-dire par année, peut-être il a 15 ou 16 publications, il a beaucoup d'équipes de recherche. Et nous, d'habitude, on parle de la fertilisation NPK. Lui, il a introduit la composante carbone et il veut même, pour la composante carbone, qu'elle prend plus d'espace, c'est-à-dire c'est la fraction la plus importante. On les considère comme les majeurs, le NPK, mais le carbone, il n'est pas dans nos plans de fertilisation, c'est-à-dire on ne raisonne pas apport de carbone, on raisonne plus apport de NPK dans la productivité, alors que le carbone, c'est comme l'azote qui est le pivot de la fertilisation, ou le phosphore qui vient après, ou le potassium. Le carbone, c'est le pivot de la santé des sols. Quand je parle d'agrégation des sols, quand je parle de respiration de sol, quand je parle des mauvaises herbes, quand je parle de tout, quand je parle de culture, de couverture, etc., pour assurer un bon milieu, pour assurer une bonne biodiversité, le carbone devient le pivot de la santé des sols. Et comme on a tendance maintenant à combiner la fertilité avec la santé des sols, il faut mettre maintenant le carbone dans c'est comme dans les majeurs. Quand on parle de NPK dans les majeurs, il faut introduire aussi la notion du carbone. Ça, c'est Oui. Monsieur Kerry, il y a une question. Que pensez-vous des biostimulants vendus par les compagnies? Les biostimulants du sol. Les biostimulants, c'est ça, c'est parce que ça pourrait être bon. Moi, j'ai vu des expériences qui ont été réalisées pour les biostimulants. C'est parce que, dépendamment de la méthode d'extraction, donc on voyait qu'il y en a des extractions de biostimulants à partir des algues marines, d'autres se font à partir d'autres types. C'est parce que c'est comme des produits, des enzymes, des composés qui sont issus de l'activité microbienne et qui ont donné un coup de fouet pour certaines plantes et qu'on a vu vraiment des phénomènes d'augmentation de rendement et de la qualité de récolte aussi. Mais on fait très attention par rapport à ça, c'est parce que les biostimulants, ça a marché dans plusieurs contextes, ça n'a pas marché dans d'autres contextes. C'est l'effort de l'agronome pour voir c'est quoi l'effet d'inhibition des biostimulants dans ça. Donc, parfois, la grande salinité dans le sol fait de sorte que les biostimulants ne marchent pas. Parfois, le sol est agressé par autre chose, comme par exemple, si l'aluminium échangeable se trouve à des fortes concentrations, donc ça pourrait être nuisible pour les biostimulants. Il y a plusieurs facteurs qui font de sorte que dans un contexte, ça marche et dans d'autres contextes, ça ne marche pas. Parfait, merci beaucoup. Oui. Donc, c'est ça. J'aimerais aussi partager avec ce que M. Ratan Lal, c'est un Indien, mais qui travaille présentement aux États-Unis, au Minnesota. Il a développé cette philosophie. Je l'ai adorée. J'ai assisté à ses conférences. Puis, ses publications sont incroyables. Je vous invite et je vous stimule à les lire, les absorber. C'est parce que les prochaines années, la philosophie va complètement changer. Vous allez voir que le carbone sera très présent dans le raisonnement des agronomes, sera très présent. Les chercheurs sont penchés présentement sur cette caractérisation. Et j'ai eu aussi un autre mandat avec le MAPAC, le ministère de l'Environnement, sur un gros projet, c'est le projet structurant sur les MRF, les matières résiduelles fertilisantes. Et notre objectif, c'est le carbone.
c'est-à-dire notre objectif, c'est comment caractériser le carbone dans les MRF et dans les sols receveurs. Comment aussi ce carbone, on doit aussi le manier avec beaucoup de prudence. D'une part, bien le caractériser pour voir c'est quoi la partie fermentescible qui peut servir pour la nourriture des plantes et c'est quoi la partie qui va se transformer à des macromolécules grosses comme l'acide humique ou l'acide fulvique qui permet de donner une meilleure stabilité aux agrégats et contribuer à une meilleure aération des sols. Donc, c'est ça, c'est le carbone, c'est le pivot de Toth, ça évite le compactage des sols, la réduction de la porosité, etc. Le carbone intervient aussi dans l'activité biologique et il faut augmenter l'aptitude à diagnostiquer visuellement cette activité biologique, c'est-à-dire en regardant un profil. Il y a un document de référence au CRAC, je vous demande d'aller vraiment le procurer, c'est très important l'évaluation visuelle de l'état du sol. Il décrit très bien et l'agronome doivent développer cette habilité parce que pour le moment, malheureusement, on n'a pas des outils analytiques qui permettent d'aller plus loin dans les paramètres biologiques ou dans les paramètres comme par exemple pour observer un horizon de profondeur qui est dominé par l'aluminium échangeable. Ça, on ne le fait pas l'aluminium échangeable, mais il faut savoir où est-ce qu'il y a une limite de développement racinaire et essayer d'apporter une interprétation par rapport à ça. Un autre document aussi, je l'ai mis dans le cas où vous voulez augmenter votre culture par rapport à ça, dans le document de référence en France agricole, c'est la biologie du sol. Il y a plein d'informations intéressantes, il y a vraiment plein d'indicateurs visuels aussi qui vont vous permettre un peu de faire le bon diagnostic. Donc, c'est un passage en revue très rapide, c'est ça, la formation exige ça, mais j'aurais aimé, en tout cas, on aura les occasions, on aura aussi d'autres peut-être événements où on peut aller débattre davantage. Ok, merci. Donc, ça met fin à ma présentation. Je me suis étalé un peu, mais j'ai essayé de respecter le temps. Malheureusement, il y a tellement de flux d'informations que c'était difficile de m'arrêter. Bon, Donc, merci beaucoup, M. Chiari, pour l'excellente présentation. On avait commencé un petit peu plus tard, donc je pense qu'on a quand même réussi, avec toute l'information à passer, à respecter le temps. On remercie tout le monde d'avoir participé à cette formation. Je veux aussi rappeler que vous avez reçu un courriel à 17 heures pour un sondage d'appréciation. C'est important pour nous de connaître votre opinion concernant la tenue des prochaines formations. Il y a aussi une formation qui va se donner en présentiel le 17 mars au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité d'assister aujourd'hui au webinaire. Et puis, pour conclure, comme ça a été mentionné par Stéphane au début, pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi la formation préalable à cette formation-ci aujourd'hui, qui était santé des sols, il y avait une formation de base 4B, gestion des nutriments. Je vais dans les prochains jours envoyer, ou on va vous envoyer, RVQ va vous envoyer un courriel avec un lien vers cette formation-là. Et puis, cette formation-là va vous donner accès à un diplôme aussi de fertilisant au Canada. Cette formation-là, en fait, on l'a fait accréditer au niveau de l'Ordre des technologues professionnels et de l'Ordre des agronomes. Donc, celle d'aujourd'hui, oui, et ceux qui n'auraient pas fait la première formation pourront aussi compter les heures de formation pour ce qu'ils auront à faire au niveau de l'Ordre des agronomes et l'Ordre des technologues. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir d'une prochaine formation ensemble. Super, merci. Bonne soirée tout le monde.